Émission LPE, juin 2020, post-confinement. Alors il y a pas mal de sujets à évoquer avec vous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu faire d'émissions et donc on reprend cette bonne habitude avec pas mal de thématiques et on va commencer d'abord par les actualités du Parti des Européens, dire un petit peu où on en est. Donc j'ai profité du confinement pour découvrir les nouvelles technologies de l'information que sont Telegram, Discord et autres, ce qui m'a permis de développer un certain nombre de thèmes et de dynamiques nouvelles. Donc par exemple, je vous invite fortement à aller sur le Telegram du Parti des Européens. Vous pouvez accéder rien qu'en Google, donc t.me/le Parti des Européens. Et vous allez pouvoir ainsi bénéficier de nombreux audios, puisque je crois qu'il y en a à peu près une centaine maintenant disponibles sur des thèmes extrêmement variés, de durée variée, qui peuvent durer entre 3 et 20 minutes. Par exemple, vous avez toute une thématique, plusieurs audios sur l'univers de Conan, vous avez sur le Seigneur des Anneaux, vous avez et beaucoup de données politiques, d'actualité, de réactions en direct. Donc je vous invite à suivre le canal du Parti des Européens. Il y a 425 personnes, 427 même ce matin, qui le font. On est parti de zéro, hein. Donc c'est une bonne dynamique, il faut continuer. Et derrière, il y a des groupes de discussion, vous pourrez poser vos questions. Donc Twitter, une petite progression, toujours un peu par escalier. Donc on est à 6250 à peu près abonnés, c'est pas mal. Le taux de retweet n'est pas encore suffisamment satisfaisant à mon goût, parce qu'évidemment les thématiques du LPE sont difficiles dans un environnement très eurosceptique, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc l'actualité du LPE, bien évidemment, donc, de nouvelles émissions YouTube, des invitations à TV Liberté, donc une normalement au mois de juin, et un Bistro Liberté à la rentrée. Donc le Bistro Liberté pour l'instant ne peut pas avoir lieu puisque compte tenu de la situation du Covid-19, eh bien, on ne peut pas réunir un plateau non seulement d'invités mais surtout de public, hein, puisque le Bistro Liberté a un public. Donc ça se fera à la rentrée. Voilà, dans quelques jours normalement vous devriez bénéficier d'un audio de la radio Lorraine Enragée qui m'a enregistré hier. Donc aujourd'hui on enregistre à la date du 30 mai tout simplement. Donc voilà, donc le 29 mai j'ai enregistré cette émission d'1 heure à peu près. On commence donc à s'intéresser un peu plus au Parti des Européens. Et évidemment on n'a pas accès aux grands médias télévisés et autres, mais c'est comme ça qu'on va progresser de toute façon. Et puis après tout, si des gens aussi inintéressants que Rougeron ont le droit d'être invités dans des émissions, il n'y a pas de raison que je ne le sois pas. Par ailleurs, vous pouvez également suivre l'équipe communautaire Paris qui m'a invité à 2 reprises dans l'émission Le Soleil se lève. Donc très belle émission, une sur le fascisme avec Gabriele Adinolfi où j'étais l'invité principal et qui a eu un beau succès, qui a même fait changer d'avis un certain nombre de personnes, de détracteurs, qui ont été impressionnés par ce qui s'est dit. Et puis une émission plus récente qui a été diffusée aujourd'hui par l'équipe du Soleil se lève, avec comme invité principal Jean-Yves Le Gallou, mais où je suis intervenu de manière assez importante également, donc en tandem on va dire avec Jean-Yves, sur pas mal de thématiques, et je vous invite évidemment à aller vous inscrire sur l'équipe communautaire Paris, le site YouTube, puisque l'émission a fait de Paris d'avoir 5000 abonnés, donc de dépasser Rokhaya Diallo, hein, puisque l'objectif à annoncer c'était celui-là, faire plus d'abonnés que la chaîne de Rokhaya Diallo. Donc effectivement c'était une gageure, mais c'est une nécessité symbolique. Voilà, donc vous voyez beaucoup d'émissions où j'interviens, j'espère de bonne manière. Et alors dernière émission qui sera disponible bientôt sur la chaîne YouTube du Parti des Européens, une histoire de l'Europe, donc des origines du Paléolithique jusqu'à notre avenir peut-être. Positif ou négatif selon ce que les gens feront. Et donc c'était un pari puisque au départ, à parler 1h28 de toute l'histoire de l'Europe, c'était comme difficile. Évidemment, il y a des thématiques qui ont été plus ou moins développées et d'autres qui ont été négligées ou mises de côté, hein, c'est impossible de faire autrement, mais les grands axes de l'histoire de l'Europe, depuis les Indo-Européens, la Grèce et Rome, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et à la décadence moderne, ont été abordés. Donc ça sera disponible bientôt et je vous invite vraiment à ce moment-là à la diffuser au maximum de gens. C'est pas pour la garder pour vous, c'est vraiment la semer un peu partout, puisque c'est peut-être une façon aussi de se faire inviter dans l'émission Mainstream. Alors, nous allons parler de politique d'abord, puis nous allons parler un petit peu des cas cliniques de la droite nationale ensuite. Et effectivement, parce que notamment, on a bien pu rire pendant le confinement, la petite lumière d'amusement du confinement, c'était les aventures de M. Asselineau et son parti. C'était assez drôle, évidemment, ça pèse 1% des voix, et demain ça pèsera 0,5 ou 0,3.
hein, compte tenu de la situation, mais il y a de quoi s'amuser. On parlera aussi des pérégrinations, du tandem Soral-Dieudonné, et puis bien sûr de l'Esquin, pour vous expliquer à quel point la provocation stérile ne mène à rien, et puis surtout démasquer, débunker, comme on dit, ce genre d'individus, parce que eux aillent au tribunal, c'est une chose, qu'ils vous emmènent, vous qui les suivez ou les soutenez à tort, au tribunal, ou dans les ennuis, c'est autre chose. Voilà, alors, vaste sujet, mais on va commencer par les élections municipales, qui était un peu le moment d'indignation de ma part. Donc, vous le savez, on est allé voter, on est justement pas allé voter, à cause donc de la crise du Covid-19, donc au mois de mars, alors que on nous expliquait que c'était dangereux, qu'il y avait commencé à avoir des morts, on organise un premier tour d'élections municipales. Ce premier tour a témoigné d'une abstention absolument record, évidemment, et ça pouvait s'expliquer par la peur légitime des gens, notamment des personnes âgées, à aller prendre des risques. D'ailleurs, certaines personnes ont été contaminées lors de ce processus électoral. Donc, ce vote n'a plus du tout de sens, puisqu'effectivement, on a un taux de participation qui n'a aucune signification. En démocratie, normalement, les citoyens doivent voter sans contrainte, sans peur. Si les conditions préalables au vote ne sont pas remplies, alors il n'y a pas de démocratie. Or, évidemment, les conditions n'étaient pas remplies, elles ne seront pas remplies le 28 juin. Donc vous l'avez peut-être appris, mais le gouvernement a pris la décision d'organiser le second tour le 28 juin. Donc déjà, le premier tour est fondamentalement illégitime, aurait dû être fait. Et le second tour, évidemment, en conséquence derrière, et puis dans quelques mois. On ne fait pas voter les gens sous la pression, et on ne les fait pas voter dans un contexte compliqué. Mais évidemment, le gouvernement veut se débarrasser de ces élections. D'ailleurs, on se demande pourquoi il ne voudrait pas se débarrasser de la démocratie tout court, ça serait plus simple. Allons au bout de l'équation, puisque voter, finalement, c'est en kikinant, enlevant la démocratie. Hein. Vous voyez bien que tout cela n'est pas sérieux. Mais ces élections vont avoir lieu, donc il y a des gens qui sont élus dès le premier tour avec un taux de participation lamentable. Ils vont rester élus, ils sont même rentrés en place, là, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et on va donc voter au deuxième tour dans ce contexte-là. Alors, pour le Nancéen que je suis, c'est peut-être une chance, parce que Laurent Hénart a été menacé par la gauche à Nancy, et bien que je ne sois pas un partisan acharné de celui-ci, je sais que le candidat issu du Parti Socialiste qui pourrait devenir maire de Nancy détruirait la ville. Donc il n'y a pas le choix, il ne s'agit pas de voter en se faisant plaisir, il s'agit de voter par défaut, en bloquant le pire, en sachant qu'on aura un maire sortant qui n'est pas terrible, mais voilà, il faut espérer que d'une certaine manière, il y a un effet maire sortant, à cause du Covid-19. Les gens se disent, bon, il a bien géré la crise du Covid-19 à Nancy, on lui fait confiance. Donc voilà, moi j'invite les Nancéens qui me suivent à faire l'effort d'aller voter contre Mathieu Klein et pour Laurent Hénart, parce qu'il faut empêcher le pire à Nancy. Il ne faut pas que le communautarisme LGBT et les délires écolo-gauchistes s'imposent dans notre ville. On sait déjà qu'il y a une boboisation, mais on va essayer de l'empêcher. Voilà. Je ne vous dis pas qu'on va réussir, mais c'est indispensable. Si le Covid-19 permet d'éviter Mathieu Klein, on remerciera le Covid-19. Voilà pour ce qu'il peut dire, mais donc ces municipales sont scandaleuses dans l'esprit, il fallait tout réorganiser. Et alors vous verrez que l'opposition a été particulièrement lamentable dans cette affaire. Les LR, hein, les Républicains et le RN n'ont absolument rien dit contre ce vote du 28 juin. Pourquoi? Parce que le RN a fait des bons résultats au niveau de certain nombre de mairies, à Fréjus et ailleurs, ils ont été réélus dès le premier tour, et ils ont peur que ça se passe mal le second tour. Je pense qu'ils font une erreur, d'ailleurs, à mon avis, Louis Alliot va être en grosse difficulté à Perpignan, puisqu'il y a un front commun dit républicain qui s'organise, et même s'il a fait un bien meilleur premier tour qu'aux élections municipales précédentes, 2014, eh bien, ça risque d'être compliqué pour lui, et le maire sortant risque d'avoir une prime Covid-19. Voilà, même s'il est distancé de 20 points aujourd'hui, c'est rattrapable. Donc, gros danger, et à mon avis, le RN là-dessus a très mal géré la crise du Covid-19, ils ont été très médiocres, ils n'ont pas su dénoncer ce qu'il fallait dénoncer, et j'en parlerai un petit peu après de l'impact sur les droites nationales de cette affaire. Voilà, donc les élections municipales vont avoir lieu, il faut quand même prendre le risque d'aller voter, mais en vous sécurisant au maximum. Hein, il ne faut pas tomber dans la parano au Covid-19, mais il ne faut pas non plus sous-estimer le risque, même si on a l'impression aujourd'hui que c'est en train de s'effondrer, cette affaire de Covid-19. Donc je vais vous parler d'autres conséquences politiques de Covid-19, notamment le cas de l'Italie et de l'impact sur l'Union européenne. Alors, vous l'avez peut-être vu, il y a une dynamique europhobe en Italie qui a éclaté en plein confinement en Italie. Pourquoi ? Parce que vous avez un gouvernement italien lamentable qui est prêt à tout pour continuer d'être au pouvoir. Je vous rappelle quelques éléments de contexte. Il y avait une coalition qui avait été mise en place autour donc, du Premier ministre, président du Conseil, M. Edoardo Conte, autour d'une alliance un peu hétérodoxe entre la Lega de Matteo Salvini, donc de droite nationale plus ou moins identitaire, et puis le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo,
Donc un mouvement populiste, inclassable, on va dire, mais à orientation plutôt de gauche. Et donc ces deux partis, très hostiles au Parti démocrate, donc le PD, à savoir le parti qui était celui de Matteo Renzi par exemple, donc ont formé une coalition. Mais à un moment donné, dans la coalition, le mouvement 5 étoiles dans les sondages s'est effondré et la Lega de Salvini, grâce à sa campagne anti-migrants, a commencé à exploser littéralement, à atteindre peut-être même parfois 30% ou plus dans les sondages. C'est là que Salvini se dit qu'il faut mettre fin à une coalition qui l'entrave, alors que les portes du pouvoir peuvent s'ouvrir pour lui. Il met donc fin à la coalition en espérant provoquer ainsi des élections. Or, à la grande surprise de tous, Conte va se maintenir par un retournement d'alliance, le mouvement 5 étoiles s'alliant au Parti démocrate qu'il conspuait auparavant. Cette alliance est destinée à empêcher des élections jusqu'à 2021 ou 2022, de manière à empêcher que la dynamique Salvini permette à ce dernier d'arriver au pouvoir. Ils se disent qu'en faisant durer le temps, eh bien peut-être que la cote d'amour de Salvini va baisser, et on verra que c'est un peu le cas. Alors, Conte, à un moment donné, pour rester au pouvoir, s'est retrouvé mis en cause forcément par l'affaire de la gestion du Covid-19. Il n'en était pas spécialement le seul responsable, mais en tant que président du Conseil, il a été sous la menace. Qu'a-t-il fait? Il faut savoir que Conte a reçu le soutien de l'Union européenne, évidemment, de Merkel et de Macron. Il était appuyé par tout l'appareil. Et donc, comme d'habitude, que fait-il? Pour se dédouaner, eh bien, on attaque l'Union européenne. Et il va tenir des discours extrêmement durs contre l'Union européenne, l'accusant de ne pas avoir aidé le peuple italien. Il faudrait m'expliquer en quoi l'Union européenne, qui n'a aucun pouvoir dans ce domaine, pouvait l'aider, alors que la France, par exemple, n'est pas capable de s'aider elle-même, ni l'Espagne, ni d'autres pays. Donc, l'attaque est ridicule. Encore plus ridicule de la part d'un Conte qui doit tout à l'Union européenne. Et donc, voilà que l'Union européenne s'est absolument très mal comportée d'après Conte, donc il attise l'europhobie. C'est là qu'on voit la médiocrité des droites nationales, parce qu'au lieu de dénoncer l'hypocrisie de Conte, l'attaquer, eh bien non. Notamment le mouvement Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni a commencé à brûler des drapeaux européens ou à les détacher de bâtiments publics, etc. C'est-à-dire tomber dans le piège de l'ennemi. Conte attaque l'Union européenne, alors eux, ils attaquent l'Union européenne. Donc toujours le problème de l'europhobie stupide. C'est d'autant plus impardonnable de la part de Fratelli d'Italia que Fratelli d'Italia est un peu l'héritier du MSI et donc du néofascisme, et qu'il faut rappeler que les fascistes de la dernière heure, si on peut dire, étaient favorables à une communauté européenne. Je cite cette phrase: l'heure des États-nations est terminée, il est temps de faire une Europe unie. Qui a dit ça? Mussolini en 1943. Donc ça, c'est spécial dédicace pour Fratelli d'Italia, pour leur rappeler ce que c'est que l'Europe. Voilà. Alors Salvini, évidemment, est moins europhobe, parce que la Lega, ex-Ligue du Nord, avait un programme plutôt fédéraliste italien et pro-européen. Donc là-dessus, il n'a pas enfourché le tigre, si on peut dire, il n'a pas suivi cette ligne-là, mais il en est un peu puni, parce que dans les sondages, la Lega Rires a passé largement en dessous des 30%, alors que dans le même temps, Fratelli d'Italia est presque à 15%. Donc dans le cas d'une coalition entre eux, ça va, mais dans le rapport de force entre Salvini et Meloni, eh bien Salvini a moins l'ascendant sur le Fratelli d'Italia qu'auparavant. Le grand perdant étant Forza Italia, qui est complètement en train de disparaître. De toute façon, Berlusconi est trop âgé, trop vieux maintenant, est trop grillé, si on peut dire, pour exister. Donc voilà ce qui se passe. La cote d'amour des populismes de droite en Italie est toujours aussi forte. S'il y avait des élections, il est évident que Conte aurait droit à une retraite anticipée. Mais il faut prévenir Fratelli d'Italia que rebondir sur l'europhobie, discours anti-euro, anti-Union européenne de Conte, c'est tomber dans un piège, évident, et c'est trahir d'une certaine manière l'esprit de l'idéologie dont on se réclame. Alors, derrière ce cas de l'Italie, qu'est-ce qui se passe en Europe? Est-ce que le Covid-19 profite aux droites nationales et au populisme ou pas? Eh bien, non. D'abord en Suède, les démocrates suédois sont encore très hauts, mais ils ne sont plus premiers dans les sondages, mais deuxièmes, du fait de la gestion du Covid-19. Ça veut peut-être changer, parce qu'on se rend compte quand même que la gestion du gouvernement suédois, qui a laissé le pays sans le moindre confinement, est mise en cause. Donc il est possible qu'à terme, les démocrates suédois remontent. Ils sont quand même très hauts, mais ils l'étaient auparavant. En Finlande, il n'y a pas de signe particulier d'importance des droites populistes. Les vrais Finlandais sont assez hauts, mais ça n'a pas bougé. C'est en Estonie où le mouvement EKRE a l'air d'être en position de force, premier parti du pays. Voilà, donc ça c'est ceux qui auraient plus ou moins gagné grâce à l'affaire du Covid-19. Les perdants, d'abord le Rassemblement National de Marine Le Pen, qui a été inaudible dans cette affaire, et médiocre. Marine Le Pen reste à une cote d'amour électorale assez haute en cas de premier tour, mais sa cote de popularité réelle est beaucoup plus basse, elle est de autour de 20%. Effondrement d'ailleurs aussi de la cote de Marion Maréchal Le Pen.
Donc derrière, toujours le même problème, c'est qu'on a un Rassemblement national qui probablement sera au second tour et fera réélire Macron. Et je ne vois pas d'alternative, on va en parler un petit peu après, à cette candidature. Elle a déjà annoncé sa candidature, c'est pas à l'intérieur du RN que quelqu'un osera la remettre en cause ou se présenter à sa place. J'ai invité Marine Le Pen dans une vidéo à quitter ses fonctions et à se retirer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne peut que faire gagner Macron. Alors selon Claire, il est évident qu'un autre candidat de droite nationale perdrait probablement contre Macron, mais d'abord il perdrait avec un peu plus de noblesse. Moi je n'ai pas envie de retrouver le débat lamentable que j'ai suivi jusqu'au bout de la dernière fois. Donc de toute façon c'est pas compliqué, si ça se reprenait de la même façon, je durerais une demi-heure et je couperais ma télé. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin que Marine Le Pen refasse un sketch face à Macron? Non. Donc il faudrait quelqu'un d'autre, plus rassembleur. Alors Julien Rochedi a proposé Charles Gave. C'est oui, mais si Charles Gave met tout son programme anti-européen, anti-euro sous le boisseau, le problème c'est qu'il s'est fait connaître sur ça, donc c'est difficile ensuite de se présenter en disant bon, ce que j'ai dit sur l'Europe, vous mettez ça de côté, alors que c'est l'essentiel de son discours. Bon. Mais pourquoi pas? Julien en tout cas avait des arguments pour expliquer pourquoi Charles Gave pourrait être un bon candidat, après celui-ci n'a pas annoncé sa candidature. Alors il y a Bigard qui voudrait être candidat apparemment, qui se met en avant. Onfray, lui, rêve du candidat souverainiste des deux rives face à Macron, donc il pourra rêver longtemps, on en parlera un petit peu. Et voilà. Alors l'AfD en Allemagne explose, entre son aile droitière, on va dire, et son aile de gauche. Il y a des certain nombre de responsables de l'aile droitière qui ont été virés donc par cette aile de gauche, et c'est une très mauvaise stratégie, donc toujours cette obsession d'une pseudo-dédiabolisation à la française, alors qu'en réalité, c'est l'aile de droite qui fait les meilleurs succès du parti, notamment en ex-RDA. Donc là encore, l'AfD est en train de régresser dans les sondages, forcément, division, imbécilité de ce genre, ça régresse. Les droites populaires et ou populistes dans le reste de l'Europe sont à peu près inexistantes. On remerciera nos amis du Brexit Party d'avoir détruit le caractère européen du Royaume-Uni, de certaine manière, et ils s'en sont récompensés puisqu'ils sont à 1% dans les sondages, donc c'est quand même que justice. C'est logique parce qu'un parti monomaniaque qui ne vise que le Brexit, une fois qu'il y a le Brexit, aussi idiot soit le Brexit, eh bien il disparaît. Par contre, il a tué la droite nationale identitaire britannique, le British National Front et tout ça, British National Party. Donc merci à Nigel Farage, agent américain, d'avoir nui à l'Europe et au peuplement européen du Royaume-Uni aussi. D'ailleurs, j'ai vu que le monsieur Johnson propose maintenant de donner à la société britannique à des centaines de milliers de Hongkongais. Bien, hein, c'est vachement identitaire. Hein. Vous vouliez un Brexit identitaire, j'avais annoncé un Brexit hyper mondialiste. Vous l'avez, bravo, 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 bravo. Heureusement, le Royaume-Uni rentrera à nouveau dans l'Europe, à un moment donné, mais pas grâce à vous. Alors vous voyez, le Covid-19 n'est pas le fossoyeur des droites nationales, mais c'est pas son allié. Et tout simplement, quand la droite nationale sera mature, on sera déjà tous morts. Voilà, donc de toute façon, c'est pas sur ces chevaux-là qu'il faut miser. Ce n'est pas l'europhobie qui nous sauvera, ce n'est pas l'euroscepticisme qui nous sauvera. C'est une Europe politique réellement identitaire. Je reviendrai à la fin de l'émission sur cette thématique. Voilà ce qu'on peut dire sur le bilan politique actuel. Alors maintenant, j'ai envie de parler d'un petit peu de trois figures de la provocation stérile médiatique qui ont fait parler d'eux, notamment pendant la crise du Covid-19, et qui sont amusés à attaquer à tout va. Alors on va commencer par les cas Soral et Dieudonné, bien connus évidemment, et je vais faire un petit historique de à qui nous avons affaire. Parce qu'il ne faut pas être dupe, et maintenant il est temps de mettre fin aux idoles de papier et aux menteurs. Qu'est-ce qu'un menteur? C'est quelqu'un qui se présente sous un jour faux. Alors, le cas Soral est assez simple. Soral et Dieudonné, ce sont de bons clients des médias mainstream du système. Pourquoi l'était-il? Parce qu'il se place à gauche. Soral se revendiquait du marxisme et du Parti communiste. Dieudonné, militant antiraciste contre le Front National Ladreux. Donc, ils avaient un bagage bien pensant, bien vu. On retrouve Dieudonné en soldat romain dans Astérix et Mission Cléopâtre, par exemple. Voilà, donc c'est des gens parfaitement intégrés dans le système. Mais par la gauche, ils vont tomber dans l'antisionisme. C'est par antiracisme que Dieudonné découvre l'antisionisme, et Soral l'était déjà au départ. Alors, étant de gauche et se pensant intouchables, l'un comme l'autre ont fait des maladresses qui leur ont été reprochées et qui ont mis fin à leur existence médiatique classique. Soral, dans une émission, s'était laissé aller à attaquer les juifs de manière outrancière, et puis Dieudonné avait fait un très mauvais sketch devant Fogiel, simulant une sorte de militant extrémiste israélien,
plus ou moins nazifiant. Tout cela étant peu drôle, le système les a grillés. Alors à mon avis, le système médiatique a eu tort, parce qu'en les virant, ils ont créé 2 monstres qui auraient pu être évités. Et ces monstres, évidemment, ont commencé à se développer d'une autre manière. Pourquoi? À partir du moment où sera des données qui, quand même, espèrent, comme n'importe qui, gagner leur vie, sont grillés des médias classiques, ils ne peuvent plus aller taper sur le féminisme pour l'un et sur, finalement, le racisme pour l'autre, eh bien, il faut exister. Donc, il faut gagner sa vie. Puisqu'ils sont étiquetés antisémites, de toute façon, ils savent que cette étiquette-là, ils vont avoir du mal à la faire partir. Alors, autant rentabiliser dessus. Et donc, c'est un plan marketing. Que fait Soral? Soral se dit, quels sont les publics antisémites? Les publics antisémites, il y en a essentiellement 2. Il y a une partie de l'extrême droite antisémite, et une bonne partie des banlieues et des milieux musulmans, voire islamiques. Ce sont 2 publics, donc, antisémites. D'un point de vue commercial, c'est bien de les réunir. Pourquoi? Parce que derrière, ça augmente, ça multiplie par 2, par 3 la présence médiatique, et derrière, les retours sur investissement. Le Contre-Culture doit vendre ses livres, donc s'il ne les vend qu'à l'extrême droite, c'est limité, mais s'il vend à l'extrême droite et au milieu musulman, double bénéfice. La stratégie d'égalité et réconciliation, donc, c'est simplement l'alliance de la carpe et du lapin, uniquement pour le compte en banque de Alain Soral, tout simplement. Mais alors Alain Soral doit exister en permanence, puisqu'il n'a pas accès aux grands médias, il faut exister par les médias alternatifs que sont les réseaux sociaux et YouTube. Évidemment, il crée son site Égalité et Réconciliation, qui a encore énormément de lecteurs aujourd'hui, et il fait le buzz. Alors il faut faire le buzz en permanence. Mais il ne faut pas prendre Soral pour un naïf. Lorsque Soral fait une liste dite de Schindler attaquant les responsables donc prétendus du Covid-19, il sait tout de suite qu'il va être attaqué, qu'il va avoir un procès immédiatement. Lorsque Dieudonné fait un mauvais sketch autour de Simone Veil et d'Euphorisson, il sait tout de suite qu'il va avoir aussi une plainte et un procès. Donc, on va pas être dupe maintenant, à chaque fois qu'ils parlent, ils savent ce qu'ils font. Ils savent déjà à l'avance le procès, et donc ils font des calculs. Ce procès-là, ça va me coûter combien? Et en même temps, ça va me rapporter combien en matière d'audience et en matière d'image? C'est uniquement ça. C'est du plan com. Il faut exister, donc on fait de la provocation. Ne prenons pas ces gens pour des naïfs. Ah oui, mais ils ne savaient pas qu'ils seraient poursuivis. Oh, mais c'est scandaleux. Tu parles, c'est pas scandaleux du tout. Tu attaques une communauté, cette communauté se défend. Qui est surpris? On sait déjà à l'avance qu'il y aura des cris d'orfraie, c'est scandaleux, comment on peut laisser dire ça? Et ils en jouent. Soral Dieudonné en joue à fond. Et là, il y a un truc qui est très marrant. C'est que ce sont des gens qui ont une logique victimaire du martyrat, exactement comme ceux qu'ils reprochent aux autres en face. Ils sont toujours en train de dénoncer le côté victimaire. Mais que sont-ils, eux, si ce n'est des victimes permanentes? Qui font tout pour être des victimes, qui se placent en position de victime. Si on m'attaque, si on va au tribunal, si on capture mon bus, récemment, eh bien c'est parce que je dérange, parce que je dis la vérité. Non, tu dis pas la vérité. Tu fais chier une communauté qui te tombe dessus. Mais ça ne veut pas dire que tu as raison. Ça veut dire que tu crées la provocation et le buzz, tu connais la réponse à l'avance, et tu capitalises dessus. Oui, il y a un public antisémite en France, et oui, Soral Dieudonné font du profit dessus. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas un scoop de l'année d'ailleurs ce que je dis là. Maintenant, est-ce que vous avez besoin de les suivre? Est-ce que vous avez besoin de donner corps à des gens qui finalement ne pensent qu'à eux-mêmes et leur propre espace médiatique et enrichissement personnel? Vous voyez que ce sont des gens qui ont des convictions. La conviction de Dieudonné, on la connaît très bien. Ça s'appelle les euros. Et la conviction de Soral, un peu plus déguisée, ça s'appelle les euros. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'ils attaquent une communauté qui, selon eux, serait très intéressée par l'argent. Mais comme l'a dit Elie à propos de Dieudonné, le plus des deux, ce n'est pas moi. Évidemment, Dieudonné et d'autres, ils aiment l'argent. Quand on trouve 600 000 euros ou 400 000 euros en liquide, quand les enquêteurs trouvent 400 000 euros ou 600 000 euros en liquide chez lui, bah c'est pas commun, moi j'ai pas 600 000 euros chez moi, ça sur ma table, tiens, qu'est-ce que tu fais sur ta table? Ouais, je stocke des billets de banque. Ouais, normal, quoi, pas de problème. En tout cas, moi je ne sais pas ce qu'il en sera à l'issue du procès qui doit être en appel maintenant. Mais voilà, il y a une communauté qui est très victimaire et qui aime l'argent. Bah, c'est la communauté de Soral Dieudonné. Tout est dit. On va toujours chercher chez l'autre ses propres défauts, ses propres travers. Et à force d'attaquer un camp, on finit par lui ressembler. Nietzsche l'avait très bien expliqué. Voilà, donc c'est assez ironique et assez drôle. Vous voyez, je viens de les démasquer là. J'ai démasqué leur petite stratégie. Et sans difficulté. Ne donnez plus corps à Dieudonné et Soral. Ignorez-les, ne regardez pas leurs vidéos. Plus vous donnez d'intérêt à ces gens-là, plus vous les crédibilisez, plus ils s'enrichissent. À vos dépens.
Et évidemment derrière, bien sûr, ils ont des procès derrière, et ça doit pas être marrant d'avoir plein de procès. Mais vous savez, à partir du moment où il a 20 ou 30 procès, je pense qu'à un certain niveau, il n'en a plus rien à faire. Hein. Le mec qui a 20 ou 30 procès, quand vous avez un procès, ça vous fait chier. Quand vous avez 30, vous foutez. Donc de toute façon, il y en a un, je crois, qui est en Suisse maintenant, l'autre il peut retourner au Cameroun quand il aura besoin. D'ailleurs, en fait, d'un point de vue remigrationniste, ce serait bien qu'il le fasse. Tout ça, je pense qu'effectivement, en plus, les arnaqueurs camerounais, c'est des professionnels, quoi, je veux dire. C'est des experts, c'est comme les brouteurs ivoiriens. C'est des mecs, c'est des bêtes de guerre, quoi. Putain, mais tu vas te faire du pognon au Cameroun, mais vas-y, quoi. Vas-y, fais-toi plaisir, mon gars. Alors voilà, ça c'est Soraya Dieudonné. Donc arrêtez de les soutenir. Par contre, bon, contre-culture, ça fait pas de mal d'acheter 2-3 bons livres qu'ils éditent, parce qu'il y a des bonnes choses qui sont introuvables. Mais le mieux, c'est de trouver les versions d'origine. Bardèche, retrouver le vrai, aller chez des bouquinistes, voilà. Il faut assécher cette pseudo-dissidence financière. Voilà. Ne soyez pas dupes d'eux. Ne pleurnichez pas avec eux, vous inquiétez pas, hein, ils ne pleurnichent pas sur eux-mêmes. Hein. Par contre, le compte en banque, ça compte. Hein. Voilà, ça c'est dit. Alors on va parler d'un autre cas qui, lui, n'est pas concerné par la question du compte en banque. Donc il fait la même chose, mais pour des raisons personnelles, autres. C'est M. Henri Delesquin du Plessis-Cassos. Alors, M. Delesquin, parlons-en rapidement. D'abord, j'ai aucun état d'âme à lui défoncer les figures dialectiquement, puisque ce personnage s'est permis de me diffamer publiquement à plusieurs reprises, d'ailleurs de manière assez cocasse. Alors d'abord, Henri Delesquin a affirmé que j'étais un agent du Mossad ou d'Israël. Donc je pense que ça veut dire que lui l'est, puisqu'il peut être seul un agent du Mossad, peut avoir accès aux fichiers du Mossad. Donc Henri Delesquin, on vient de le découvrir, est donc un agent recruteur du Mossad. Voilà, ça c'est dit. Bon, plus sérieusement, parce que l'argument que je viens de faire c'est exactement le sien, donc je n'aime pas me mettre au même niveau que celui que je critique, évidemment que c'est n'importe quoi. Alors il a expliqué que je racontais n'importe quoi, et alors il s'est réveillé en disant « Oui, au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que Thomas Ferrier, c'était un charlatan, etc. » Alors il a exhumé un vieux pseudonyme qui était Thomas Staller, donc qui effectivement c'est un pseudonyme que j'écrivais dans la revue de Terre et Peuple, de Pierre Vial. Donc Pierre Vial, évidemment, là aussi est un agent recruteur du Mossad bien connu, et Terre et Peuple est une revue sioniste bien évidemment connue pour ça. Donc Thomas Staller, forcément, Staller, un nom allemand, donc c'est forcément un nom israélite dans la tête de M. Delesquin, évidemment, et tout ça n'est pas sérieux. Non, vous savez, quand je mets ma photo et que je mets mon nom, je vois pas l'intérêt d'aller prendre un pseudonyme, hein. Les gars, il faut se réveiller. Hein. Mais il y a quand même un certain nombre de zouaves qui régulièrement me posent la question de savoir, mais alors vous êtes, à ton avis, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à ça? Je le fais là, comme ça je ne reviendrai plus. Alors Henri Delesquin, c'est pas la même chose que Soraya Dieudonné. Henri Delesquin n'est pas grillé des espaces médiatiques, il n'y avait pas accès. Simplement, il a fait une carrière de haut fonctionnaire, quelqu'un de brillant, on ne va pas dire le contraire, polytechnicien, énarque, bon, c'est quelqu'un qui est à un certain niveau, qui a fait une carrière de haut fonctionnaire assez anonyme. Il est connu uniquement des politologues pour avoir participé à la création du Club de l'Horloge avec Jean-Yves Le Gallou, Yvan Blot, Paul de Maigret et quelques autres, donc qui était une version nationale, on va dire, et plus libérale du Grèce et de la Nouvelle Droite. Et Henri Delesquin, donc, a tenu des positions assez dures sur l'immigration depuis des années, mais bon, il n'y avait rien qui était extraordinaire. Mais c'était avant plusieurs événements qui ont changé la donne. D'abord, il y a effectivement le fait que sa propre fille ait épousé un avocat israélite. Visiblement, ça a eu un impact défavorable sur son comportement. Et puis surtout, comme un gosse, il a découvert les réseaux sociaux à 70 ans. Et alors là, ça a tout changé. Il s'est rendu compte qu'en très peu de temps, il pouvait créer un espace médiatique intéressant autour de lui. Et vous savez, c'est un narcisse. Tous ceux que j'ai cités sont des narcisses. Ce sont des gens qui sont extrêmement centrés sur eux-mêmes. Alors je vous rappelle que dans le mythe de Narcisse, Narcisse finit par se noyer dans son propre reflet dans l'eau. Et c'est évidemment ce qui sera le cas de tous ces narcisses-là aussi, ils se noieront dans leur propre reflet. Mais Henri Delesquin s'est rendu compte qu'il pouvait exister. Alors vous connaissez le fameux adage, qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on en parle. Comme on ne peut pas parler de lui en bien, il s'en fout, il préfère qu'on parle de lui en mal. Alors il y a eu un phénomène Delesquin avec des provocations ridicules, il faut raser la tour Eiffel, interdire l'épilation, enfin n'importe quoi, hein, bon, c'est risible et ridicule. Une candidature, Lesquin 2017, complètement bidon, où il n'y a jamais eu le moindre début de commencement de recherche de signature, et à juste titre. Une petite bande de désœuvrés bourgeois qu'on appelle les jeunesses lesquinistes. Et derrière tout ça, le père Lesquin, qui découvre une notoriété qui lui était auparavant inconnue,
et qui se retrouve à faire un débat avec Lucien Jean-Baptiste, qui se retrouve en procès avec Aziza en s'amusant à faire des provocations pharisiens et compagnie, vous connaissez la chanson, qui danse sur de la musique dite congoïde, d'après lui, avec une sorte de pseudo-artiste, Marie sans mêle ou un truc comme ça, bon voilà. Alors tout ça, ça a été le bon temps. Et puis maintenant, les provocations, c'est terminé, puisqu'il a perdu Radio Courtoisie, il n'est plus le patron de Radio Courtoisie, il a tout fait pour, hein. Il n'est plus sur Twitter, Facebook, etc., puisque tous ses comptes ont sauté, à juste titre, vu les saloperies qu'il balance. Et donc il y a Radio Athéna, donc où il se fait plaisir. Alors, vous savez, Henri de Lesquen est assez drôle. En tant que patron de Radio Courtoisie, il a eu une bonne idée, une seule, mais c'est bien, me recruter. Et voilà, comme quoi on peut toujours avoir des bonnes idées. Et je suis resté, j'ai survécu à son départ, heureusement. Et ensuite, bah, il a eu quoi comme idée? Bah, par exemple, il y a quelques années, il avait Martin Pelletier, qui écrit dans Rivarol, comme patron d'émission. Et un jour, Pelletier invite Forisson. Et là, catastrophe, panique, et Henri de Lesquen fait bloquer l'émission, vire Pelletier, et voilà. On peut le comprendre, hein, c'est sur des thématiques, c'est légitime d'avoir... Et je pense qu'il avait raison d'agir comme il l'a fait. Le problème, c'est que agir comme ça, très bien, à condition de rester cohérent derrière. Ensuite, on le découvre au banquet de Rivarol, quelques années après, en train d'applaudir, en disant « Forisson a raison ». Et ensuite, il invite Martin Pelletier, récemment à Radio Athéna, alors qu'il l'avait viré de Radio Courtoisie. Cohérence, zéro. Alors évidemment, provocation sur provocation, pour exister. Maintenant, ça marche moins bien. D'abord parce qu'il n'a pas réussi à créer une dynamique comme Soral. Il ne fait que du méta-Soral ou du pseudo-Soral. Ce n'est que l'imitation de Soral finalement. Avec un ton pédant, arrogant, de noble, qui est assez irritant. Donc il n'a rien inventé de nouveau. Il a eu sa période, c'est vrai, mais c'est terminé. D'ailleurs, il n'écrit pas de livres, il ne vend rien. Ce qu'il vend, c'est lui et son côté narcissique. Mais c'est terminé. Vous voyez que Lesquen n'existe que par la provocation et la diffamation publique. Il a diffamé Daniel Conversano, il m'a diffamé. Il en a diffamé d'autres, il a attaqué Julien Rochetti également. En fait, il attaque les gens qui font des choses, alors qu'il ne fait rien. Il ne fait rien que de la merde, tout simplement, on va dire la chose clairement. Mais il existe. Henri de Lesquen est connu maintenant de gens qui ne connaissaient pas avant. Pas positivement, hein, ça certes, mais voilà. Donc vous avez bien compris que Soral, Dieudonné et Lesquen, pour des raisons différentes, tous narcissiques et pour les deux premiers intéressés par l'argent, puisque Lesquen, lui, a la chance de ne pas en être dépourvu, eh bien, n'existe que par la provocation, la diffamation, le mensonge, ce qui est logique, et en réalité, cela renforce le système en place. Alors vous remarquerez que si Soral et Dieudonné sont très inquiétés par la justice, ce n'est pas le cas d'Henri de Lesquen. Il a été certes poursuivi et condamné pour un de ses propos, mais finalement, il n'est pas tellement traqué. Pourquoi est-ce que Henri de Lesquen bénéficie finalement de cette sorte de mansuétude des associations? Parce qu'il est tellement grotesque que d'une certaine manière, il sert la cause de ceux qu'il combat. Quel meilleur vecteur d'antiracisme qu'Henri de Lesquen? Quelle meilleure façon de montrer à quel point l'extrême droite est ridicule? Donc Lesquen, d'une certaine manière, on se demande jusqu'à quel point il n'est pas recruté par le système pour ça. Ces gens-là sont des guignols. Alors les guignols, il y en a une liste extrêmement nombreuse, et toutes ces idoles de papier, il faudrait les dénoncer. Vous avez par exemple ce fameux Coréen suisse qui troll allègrement et se retrouve invité par des médias de droite nationale. Voilà, il est le Jean-Vincent Placé de la droite nationale. Bon, peut-être que lui paye ses repas avant de se sauver des restaurants, c'est la grande différence avec Jean-Vincent Placé, hein, mais et il paye peut-être ses contraventions de véhicule. Mais à part ça, ne soyez pas dupes, les amis. Pensez vraiment que cette personne-là défend notre identité? Sérieusement? Hein? Bon. Je vous le dis, donc vous avez la réponse. Alors arrêtons de mettre en avant ce genre de guignols, quoi. Il y en a d'autres des guignols, hein. Mais je vous ai cité une petite brochette, quand même. Alors dans les guignols, mais un peu plus pédants et pseudo-sérieux, il y a bien sûr rougeron. Donc il y a une maladie maintenant qui se répand un petit peu partout, c'est la rougeronite. Donc c'est une sorte de rougeole, rubéole assez grave. Vous marxisez, vous gauchisez, avec Rougeron. Donc Rougeron n'est pas intéressant, mais il a quand même réussi à me bloquer sur Twitter, donc moi je m'amuse. C'est rien du tout, évidemment, vous pensez bien que c'est dramatique, Rougeron m'a bloqué. Non, Rougeron est grotesque, donc je lui fais un cadeau bonus. Voilà, je l'ai bien défoncé chez Daniel Conversano, au sens évidemment tout à fait littéral du terme. Et en parlant de défonçage, nous allons parler du cas Asselineau. Alors, François Asselineau, c'était la petite lumière comique du confinement. Donc, moi j'étais en confinement, comme beaucoup d'entre vous.
je me faisais chier, et je traînais sur Internet, et je commence à lire une information, François Asselineau accusé de harcèlement. Qu'est-ce que c'est que ça? L'article du Figaro, moi, je commence à le lire, mais bon, ouais, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et je commence à lire tranquillement, et je me dis, bon, ah oui, harcèlement, bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? Surprenant. Et là, je me rends compte que c'est du harcèlement homosexuel. Je me dis, non, c'est pas possible, c'est trop énorme. Alors je me dis, est-ce que tu es sûr que c'est pas le Gorafi, c'est pas... Tu vois, non, non, c'est bien le Figaro. Comment dire, François Asselineau est accusé, plus ou moins, d'avoir harcelé deux jeunes hommes qui s'en plaignent et apparemment, plus de 75% des membres du Bureau national et des délégués régionaux de l'UPR exigent la démission de leur président fondateur. C'est quand même pas commun, hein. Avoir 75% des gens contre vous, difficile. Alors je vois ça, je suis explosé de rire, évidemment. Je me dis en même temps, première bonne nouvelle, nos amis de l'UPR, les trolls de l'UPR vont arrêter de me casser les pieds sur Twitter. Ça c'est une bonne nouvelle. Et puis c'est assez jubilatoire. Alors en tête de gondole, si on peut dire, de cette pétition, Charles-Marie Gallois et Vincent Bousseau, qui sont donc les numéro 2 et numéro 3, si on peut dire, de l'UPR, rien de moins, et les 8 premiers membres de la liste UPR aux élections européennes. Rien que ça. Alors je me dis, c'est mort de rire. Et alors le dossier s'aggrave, parce qu'après il y a le Nouvel Obs, Libération qui commence à écrire des articles, on a des citations, on a des passages assez croustillants, on va dire, hein, du fameux Asselineau Leaks. Et donc on découvre des choses hallucinantes. Par exemple, une des victimes qui va finalement porter plainte, fait partager une conversation qu'il a avec Asselineau en temps réel, en direct, devant une dizaine de personnes. Donc il met le haut-parleur, et tout est raconté dans Nouvel Obs ou Libération, je ne sais plus, point par point, voilà. Alors on voit qu'il ruse, il commence à être flatteur, et puis il s'énerve, il est menaçant, il dit « je te demande de signer ce document parce que je suis François Asselineau ». Ça c'est dans les articles de Libération, etc. Donc, vous voyez qu'il commence à dire « je t'aime, je sais que tu m'aimes », enfin des choses... Je dis « oh là là », et c'est un responsable politique, je me dis. Bon, et qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Je me dis, à un certain niveau, je ne suis pas le seul, j'ai vu à Rochedi, Jean-Yves Le Gallou, on se pose tous un peu la même question. On se demande, tiens, homosexualité et souverainisme. On se demande s'il n'y a pas une convergence. Il y a donc convergence, d'ailleurs, il y a verge, donc on peut se dire que c'est un peu logique. Voilà, il y a une convergence souverainiste. Voilà, au sens étymologique du terme. Et on est mort de rire, quoi, honnêtement. Alors, maintenant, bon, les mœurs de Asselineau m'intéressent peu. Hein, mais ce qui m'intéresse plus, c'est les conséquences politiques pour ce petit parti qui s'appelle l'UPR, qui m'a toujours agacé sur ses positions. Donc voilà. Alors l'UPR, rappelons un petit peu les choses. Donc François Asselineau est un ancien de Pasqua et de Tibéri, donc des hommes bien connus pour une exceptionnelle probité. Et donc il a été à bonne école, évidemment, l'école souverainiste. Et il va lancer des contre-feux, bien entendu, dans cette affaire. Il faut que la question centrale, c'est-à-dire l'attitude d'un président de parti politique dans sa vie personnelle et dans sa vie de dirigeant, donc soit détournée par la théorie du complot. On savait déjà à l'avance qu'elle allait dire Asselineau. C'est un complot, alors il y a une officine qui, derrière, a ourdi un plan contre Monsieur Frexit, l'homme du Frexit, comme si le Frexit faisait peur au gouvernement français, comme si Macron avait été terrorisé à l'idée que Asselineau pouvait le battre en 2022. Donc, qui en a quelque chose à faire d'Asselineau? Personne n'en a rien à faire, si ce n'est ceux qui ont envie de s'amuser ou ceux qui en ont marre des trolls UPR. Bon, alors, on se dit quand même que numéro 2, numéro 3, quasiment toute la direction du parti veut se débarrasser de son dirigeant. C'est pas pour un complot, hein. C'est pas, tiens, ils sont là, en fait, les mecs, ils sont tous entrés en douce, hein, il y a depuis des années, à l'UPR, pour préparer le putsch. C'est évident. Dans la réalité, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'Asselineau allait dans le mur, que sa gestion du parti était épouvantable, que ses mensonges allaient se voir, et qu'on ne pouvait pas garder ça plus longtemps. Alors, est-ce que Gallois a une ambition? Il dit lui-même, si j'avais eu de l'ambition, je n'aurais pas été à l'UPR. C'est absolument évident. Gallois a-t-il un intérêt quelconque? Alors est-ce que c'est Philippot derrière, manipulant tout cela? Bon, écoutez, ça paraît gros. De toute façon, Philippot a perdu quasiment presque tous ses soutiens. Donc, non, à mon avis, l'équation est très simple, c'est que Gallois s'est rendu compte qu'ils allaient tous dans le mur, Brousseau et tout ça se sont dit compte, on ne peut pas rester là-dessus, il faut obliger Asselineau à partir. Mais c'est vrai que si Asselineau s'en va, l'UPR est mort. Mais c'est vrai que s'il reste, l'UPR est mort aussi. Donc dans cette affaire, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des perdants. Alors, qui va gagner en apparence au final? Écoutez, il n'y a aucun doute. François Asselineau va rester président de l'UPR. Et il va virer
tous ceux qui auront signé cette pétition. Il les virera, il ne les mettra pas sur sa liste interne, et comme vous remarquerez qu'il y a quand même beaucoup d'adhérents UPR qui ont un raisonnement à peu près équivalent à l'adhérent du Mandarum ou de l'église de Scientologie ou de l'ordre du Temple solaire, bien le gourou restera en place, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais vous savez, on a connu ça en 1998, Jean-Marie Le Pen est resté à la tête du Front National, et Bruno Maigret avait beau avoir 60% des cadres, et bien c'est quand même le FN de Le Pen et ensuite de sa fille qui s'est imposé. Donc Asselineau va rester président du PR, mais il perdra tous ses cadres. Il perdra environ 30% des adhérents. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette affaire Asselineau, c'est que ça a obligé certains à parler. Moi, ça fait des années que je m'énerve contre ces propagandes. Oui, François Asselineau, 30 000, le parti qui monte en permanence. Je me dis, il prend des vestes électorales et puis les mecs, ils continuent de prendre la carte. Qui se moque-t-on? 39 000 adhérents, c'est 2 fois celui du Rassemblement National. Et le mec, il fait 20 fois moins. Faire 1%, il a 40 000 membres. Je dis, mais non, quand tu as 40 000 membres, faire 1%, c'est que tu es vraiment un sacré neuneu, hein. C'est que tu es un sacré nul, hein. Bon, évidemment, alors, on me dit 14 000. C'est beaucoup plus réaliste. Certains disent 5 000. Mais alors, le mode de calcul d'Asselineau était très simple. Vous prenez une carte un jour dans votre vie à l'UPR, vous êtes à vie à l'UPR. Et donc, ça ne peut qu'augmenter, puisqu'il n'y a jamais de départ. Il n'y a jamais d'exclusion. Il n'y a que des nouveaux adhérents. Donc ça veut dire qu'il y a eu 39 000 adhérents qui en 10 ans ont pris une carte UPR. C'est à la fois beaucoup et peu. 39 000 personnes ont pris une carte UPR. Combien n'ont pas renouvelé au bout d'une année? Beaucoup. Donc le mensonge du nombre d'adhérents, c'est terminé. Asselineau ne pourra plus dire que son parti ne cesse de monter, et plus personne ne donnera du crédit au nombre d'adhérents qu'il indiquera. Ça c'est déjà une bonne nouvelle parce que je ne supportais pas cette propagande. Donc voilà, le parti du Frexit, il reste Philippot. Écoutez, Philippot plus Asselineau, la tête à Toto. Hein, voilà. Bon, on va résumer clairement les choses, c'est nul. Donc c'est une très bonne nouvelle que les Frexités soient marginaux. De toute façon, leur programme est un programme chauvino-mondialiste, qui est aussi celui de Macron. Hein. Faut pas vous leurrer. Hein. Les souverainistes et les euro-mondialistes ont finalement le même programme, c'est-à-dire n'importe qui peut être français. C'est ça l'idée. L'Afrique, c'est l'avenir de la France, etc. Macron l'a démontré. Il aide l'Afrique en permanence, etc. Vous voyez, Marine Le Pen va parler à Poutine. Moi, je vais parler à Poutine, je lui parle quoi? Je lui parle de la Grande Europe. Marine Le Pen voit Poutine, elle lui parle de la misère en Afrique. Mais ça ne s'invente pas. D'ailleurs, je me demande si elle avait son iPhone, ou son iPad plutôt, avec une vidéo des chatons. Voilà, parce que vous savez quand même un truc extraordinaire. Moi, ça m'a indigné, Marine Le Pen l'a enlevé au bout de quelques jours, mais Marine Le Pen est à l'Assemblée nationale, elle représente des millions de Français. J'aimerais qu'elle ne représente personne, mais c'est une réalité. Et vous la voyez tranquillement en train de regarder la chambre d'eux ou des chats. Donc elle a une chambre à chats, et effectivement, un des chats de Marine Le Pen a eu des petits. Une chatte a eu des petits. Et donc, les petits chatons, bah, c'est mignon, ok. Mais tu es responsable politique ou tu fais une émission, comment dire, je sais pas, arrêt sur image chaton? Il faut savoir ce qu'on fait, on ne peut pas mélanger tous les genres. Et donc, il y a Marine Le Pen qui, à l'Assemblée nationale, est en train de regarder l'état des chatons dans une chambre chez elle, quoi. Pas mal, il fallait y penser. Et ça veut être président. Bon, écoutez, je suis désolé de le dire, mais enfin, à un moment donné, il faut être sérieux, quoi. Il faut être sérieux un minimum. Moi j'aime bien les chats, en plus c'est un animal que j'apprécie, je trouve ça sympathique, je ne vais pas me faire photographier des chats aussi. C'est ridicule, vous faites de la politique ou vous ne faites pas de politique? À un moment donné, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors on me dirait, Macron fait n'importe quoi aussi, mais Macron, lui, c'est pas les petits chatons qu'il admire, c'est les corps d'ébène. Bon, écoutez, chacun son truc. Hein, voilà. Faites de la politique, les gars, ou arrêtez, quoi. Je sais pas, à un moment donné, c'est terrible comme ce niveau. Moi, je suis assez choqué par, comment dire, le niveau de la classe politique en France. Alors Mélenchon, lui, c'est la promotion halogène permanente. Mélenchon, c'est toujours ce discours de soutien, par exemple. Ah oui, on va parler de ça quand même. Voilà, je dis à mon technicien, parce qu'il faut de couper aussi quelque chose là. Je vais peut-être couper le passage sur les corps d'ébène, parce que c'est un peu limite. Voilà, donc il va couper ce passage aussi, vous n'entendrez pas. C'est pas grave. Oui, donc, pour aller à l'essentiel, parlons de l'affaire Camilla Jordana et Minneapolis. C'était pas prévu au départ, mais le sujet m'y amène un petit peu. Donc Camilla Jordana, c'est une chanteuse, je crois. Hein. Je n'écouterai pas ses albums, donc je ne peux pas vous dire si elle chante vraiment ou si c'est une crécelle. Mais donc c'est cru autorisé à faire des commentaires sur la police et les minorités. Alors concrètement, d'après elle, les policiers passent leur temps à tirer sur des personnes issues de la diversité. Voilà. Donc apparemment, les gens qui seraient d'origine maghrébine ou africaine seraient en danger en permanence en France, risqueraient leur vie en allant travailler.
Bon, c'est assez lamentable, mais voilà quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, mais qui est dans une dialectique de ce qu'on appelle donc la dénonciation d'un racisme systémique. Donc en France et en Europe, dans le monde européen au sens large et euro-américain, il y aurait un racisme systémique consistant à mépriser et à agresser et à nuire aux gens issus de la diversité. Comme si le taux de criminalité était essentiellement le fait des Européens au détriment de ces populations. Alors que vous savez très bien ce qu'il en est. Vous savez très bien dans la rue qui vous craignez. Hein. Bien sûr, il y a des dérives policières, c'est évident, encouragées par le pouvoir contre les gilets jaunes, mais désavouées par le pouvoir lorsqu'il s'agit des banlieues. Hein. Voilà. Vous l'avez vu aux États-Unis, avec les émeutes actuelles de Minneapolis, vous avez compris que c'est toujours dans un seul sens. Alors, Camilla Jordana a été soutenue par un certain nombre de gens, dont Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que j'en parlais, en fait, tout simplement. Donc Mélenchon, il est dans le communautarisme pur et dur. De toute façon, Mélenchon l'a dit, quand il est entouré de blonds aux yeux bleus, il est malheureux. Il se préfère la diversité. Eh bien, écoutez, c'est son problème, mais nous, on n'est pas d'accord avec lui. Résultat des courses, donc Marine Le Pen contre Macron, Macron président pendant encore 5 ans. Merci les gars, bravo, vous êtes tous des champions. Alors, pour finir sur ces thématiques Soral, Lesquin, Dieudonné, Asselineau et tous les anti-européens rabiques de la droite nationale au sens large, je vais parler d'un livre intéressant que je vous présente ici, donc Sylvain Sipel, L'État d'Israël contre les Juifs. Donc un titre très intéressant. Alors vous savez que Soral notamment a inventé la notion de nationaux-sionistes, c'est-à-dire qu'il dénonce en permanence la collusion de l'extrême droite avec Israël et avec la communauté juive. Soral parle de ça toute la journée et tout adversaire de Soral au sein de la dissidence va être ramené à Israël. C'est l'obsession soralienne par définition. Là nous avons le cas inversé et c'est pour ça que j'en parle. Qu'est-ce que fait Sipel? Il dénonce pas l'extrême droite qui s'allie à Israël, il dénonce Israël qui s'allie à l'extrême droite. C'est la même chose mais dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il dit? Il attaque les mêmes que Soral. Ayelet Shaked, Avigdor Lieberman, Netanyahou et les autres. Il les attaque de la même façon que Soral, ou Dieudonné, même cible. Oui, c'est scandaleux, Salvini va en Israël, Strare, l'UFPE va en Israël, il y a Elio, etc. Toujours le même discours. Mais là de l'autre côté, là il attaque les Israéliens en disant c'est scandaleux, vous êtes en train de vous allier à l'extrême droite antisémite, nostalgique du nazisme, etc. C'est honteux, c'est scandaleux. Alors d'ailleurs, il semblerait que le propre père de Netanyahou était plus ou moins membre du mouvement de Abraham Stern, le LEI. Vous regarderez sur internet ce que c'est. C'est le seul groupement israélite qui proposait son alliance au Troisième Reich. Bon. C'est ce que prétendent plus ou moins certaines personnes. Donc Netanyahou, de toute façon, il est allié avec Orban en Hongrie, il a une relation avec Poutine, et il est très attaqué par Soros. Le réseau Soros est très hostile. Alors pourquoi je parle de ce livre? Tout simplement pour une chose amusante, c'est que vous voyez qu'on a l'exactitude en face du soralisme. C'est-à-dire qu'il y a la dénonciation d'une alliance prétendue entre l'extrême droite et Israël. Et cette alliance est dénoncée par les juifs de gauche, comme elle est dénoncée par les antisémites de droite. C'est assez drôle. Alors pourquoi j'avais envie d'en parler? Pour vous dire que vous voyez que les choses sont complexes. N'écoutez pas les gens qui vous résument ça facilement par la pensée magique, il y a un camp, tout le monde pense la même chose. Il y a cette idée souvent classique de dire, oui, regardez, des gens comme Attali ou BHL, ben, quand ils sont en Europe, ils sont cosmopolites, et puis quand ils sont là-bas, ils sont patriotes. Ce n'est pas vrai. Celui qui est patriote, il l'est partout, et celui qui est cosmopolite, il l'est partout. La réalité, c'est que la communauté de gauche aux États-Unis est très hostile à Israël. Et vous le constatez parce que vous avez le président américain le plus pro-israélien qui ait jamais existé, c'est Donald Trump. Or, il n'a que 25% du vote des juifs américains. 75% des juifs américains préfèrent défendre les minorités, latino et afro-américaines, et soutenir un candidat démocrate, quand bien même on retrouve des députés antisémites d'extrême gauche à la Chambre des représentants. Vous voyez d'une certaine manière, qu'est-ce qui est le pire pour l'intérêt de ce peuple? D'avoir des antisémites issus des minorités, ou que l'extrême droite cesse d'être antisémite? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Je pense que c'est assez simple. Et tout ça, c'est une réalité. Ce qui veut dire que les choses sont beaucoup plus compliquées. Maintenant, quelle est l'attitude des Européens dans cette affaire? C'est là où Soral et Sipel, dans ce livre, nous donnent une réponse, mais qui n'est pas la leur. La réponse, c'est qu'il faut agir en Européen. Moi, je ne me définis pas par rapport aux autres.
je me définis par rapport à moi-même, à ma cause. Il faut avoir une stratégie eurocentrée. En termes clairs, moi, je suis prêt à toute alliance qui va dans le sens de mes idées et dans le sens de l'Europe et de nos intérêts. Peu importe avec qui. Mais ce qui compte, c'est de rester nous-mêmes. Ce qui compte, c'est de rester orienté vers notre seul propre intérêt. En termes clairs, il faut exactement faire ce que fait ce pays pour nous. Il faut défendre notre identité, notre cause, nos intérêts. Et se baser sur ça. Tout est permis tant que la finalité est noble et tant que la finalité, c'est la sauvegarde de la situation européenne. Et ceux qui par exemple pleurnichent comme Bourbon sur la question palestinienne se trompent de combat. Je n'ai rien à battre de la question palestinienne. Ça ne parle d'ailleurs qu'aux gogo et aux bobos. Pourquoi? Parce que vous savez, en Europe, on aime bien l'idée de nation opprimée. On pense à l'Irlande, qui est effectivement une nation opprimée. Et donc, quand on vous parle de peuple palestinien, vous dites que c'est un peuple qui est victime. Mais ces gens ne se disent pas palestiniens chez eux, ils se disent arabes. Et leur revendication, c'est l'Oumma, c'est pas la nation palestinienne. Sachez-le, il ne faut pas être dupe de cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner n'importe quoi, accepter n'importe quoi. Mais il faut regarder les faits historiques. Les faits historiques, vous savez, ils sont têtus et ils sont instructifs. Et lorsque vous regardez les faits de manière neutre, ben ça vous permet de réfléchir. Moi, ce que j'essaie de faire depuis pas mal d'années, c'est étudier les sujets dont je parle. Savoir de quoi je parle. Et ensuite seulement, prononcer. Moi, je prétends que les Soral et les Lyonnais racontent n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent même pas de sujet. Moi, je suis à peu près convaincu qu'un mec comme Soral ne sait pas ce qu'est un féminin en T. Un féminin qui finit par T, c'est quoi? Je ne vous donne pas la réponse, à vous de trouver. Mais concrètement, c'est la preuve que ce sont des gens qui parlent sans savoir, qui ne connaissent pas les sujets dont ils parlent, et qui sont donc des faussaires intellectuels. Donc les faussaires, eh bien, on les met en prison. Voilà, c'est tout. Alors, dernier sujet de cette longue émission de rentrée, si on peut dire, de post-confinement, je vais vous parler de la question de la révolution européenne. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais je vais le faire de manière un peu plus détaillée pour conclure cette émission. Pourquoi? Parce que souvent la critique qui m'est faite, c'est de dire, Monsieur Ferrier, vous nous proposez un système politique extrêmement élaboré, mais comment on arrive à ça? Comment vous faites? Donc c'est utopique, parce que souvent on me répond que c'est utopique. Ceux qui me disent que c'est utopique n'ont rien à opposer et n'ont aucune alternance ou alternative à me proposer, à part peut-être, je ne sais pas, Olympe Le Pen 2042. Hein. Donc votons pour les Le Pen jusqu'à la fin des temps. Bon. Donc avant de dire que ce que je propose est utopique, proposez mieux. Ah, je ne vous entends pas, c'est bizarre. Bon, alors, la révolution européenne, c'est quoi le principe du LPE? Comment on arrive au pouvoir? Parce que l'État européen unitaire, je l'ai développé. Vous savez, vous avez accès au programme du Parti des Européens, il y a 144 points. Tout ça, finalement, c'est très bien, mais il faut arriver au pouvoir. Voilà comment on va arriver au pouvoir. D'abord, premier constat. Il n'y a pas de solution nationale à notre catastrophe, à notre déclin civilisationnel. Le cadre national, en France, en Allemagne ailleurs, est complètement verrouillé, d'abord par la Constitution, et en France en particulier par un mode de scrutin extrêmement difficile à vaincre. Bon. Effectivement, sur le papier, on pourrait me dire, si demain les 27 États membres de l'Union européenne se dotent d'un gouvernement identitaire, c'est évident que l'Union européenne deviendrait identitaire. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un parti qui met des identitaires ou des nationalistes on va dire, au pouvoir, les autres pays font de la rétorsion par rapport au parti équivalent. Terme clair, si vous avez un pays qui devient, je ne sais pas, fasciste, voilà, l'Italie fasciste, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les pays autour vont réprimer les partis fascistes qui sont chez eux, de manière à leur empêcher d'accéder au pouvoir. C'est vrai des communistes. Quand l'Union soviétique est devenue communiste, enfin la Russie est devenue communiste, tous les autres pays ont réprimé les communistes. En Allemagne, en Hongrie et ailleurs. Donc, si un pays avait une majorité identitaire, ce qui n'est pas le cas, ou nationaliste au pouvoir, les autres blinderaient ça. Donc vous n'aurez pas la simultanéité des populismes. D'ailleurs, vous voyez bien dans les élections européennes et les élections en général que ces partis progressent, puis s'effondrent. Le FPÖ autrichien était encore récemment à 27% des voix, maintenant il est tombé à 14, 13, et puis encore pendant 10 ans il va remonter jusqu'à 27, si rien ne change. Et ça fait comme ça par vagues, par sinusoïdes, depuis des années. Donc vous voyez bien que ces partis d'ailleurs n'arrivent jamais seuls au pouvoir, jamais. Toujours une coalition où ce n'est pas eux qui commandent, y compris en Italie. Le seul cas, effectivement, c'est qu'il est possible que s'il y avait des élections en Italie, Matteo Salvini devienne président du Conseil, à la tête d'une coalition où il sera en position de force. C'est possible. Mais si c'est le cas, vous inquiétez pas que dans les autres pays, il y aura une répression plus dure contre les mouvements de même nature. Et puis la Lega est un parti particulier. C'est pas un parti comme les autres. De toute façon, il ne faut pas se leurrer.
tout parti de droite nationale qui demain arriverait au pouvoir ferait la même chose à peu près que les partis du système. Parce que de toute façon, ils ne pourraient pas agir vraiment. Et donc, ils décevraient assez rapidement leurs partisans. Parce qu'il faudrait rester stable et efficace tout le temps. Donc, il n'y a pas de solution nationale en France, ni chez nos voisins. Il faut une solution, que je dirais, simultanée. Vous ne pourrez pas avoir de révolution nationale dans les 27 pays membres de l'Union européenne. Mais vous pouvez avoir une révolution européenne unique. Vous voyez la différence? 27 révolutions, illusoire. Une révolution, possible. Alors, comment la faire, cette révolution? D'abord, il faut un parti européen, un vrai parti européen. Un parti identitaire ou national européen. Il existe, ça s'appelle le Parti des Européens, mais aujourd'hui, il est inconnu du plus grand nombre. Donc, l'idée générale, c'est d'abord de rassembler derrière son camp. Il faut que vous nous rejoigniez, prenez la carte, militez, aidez-nous techniquement, pour qu'on émerge médiatiquement. Et ensuite, si on émerge médiatiquement, moi je ferai le boulot sur les plateaux télé et ailleurs. Je défendrai vos idées, nos idées, au maximum face à n'importe quel adversaire. Ça, c'est le principe général. Émerger. Une fois qu'on crée le buzz en France, on va créer le buzz à l'étranger, créer des sections dans tous les pays d'Europe, y compris ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne actuelle, y compris donc au Royaume-Uni, en Russie. Traduire le programme du parti dans le maximum de langues européennes et essayer de faire campagne avec des relais, des gens qui nous soutiennent et qui vont nous rejoindre de toute l'Europe. L'idée générale, c'est de se présenter aux élections européennes. Les prochaines sont en 2024. Donc il y a plutôt une nécessité de se grouiller. Parce que cette fois-ci, il faut être au rendez-vous. On n'a pas pu l'être les fois d'avant, il faut y être. Alors, l'idée, c'est quoi? Faire des listes aux élections européennes et essayer d'émerger électoralement, de faire des bons résultats pour créer une dynamique. Qu'il y ait des députés européens du Parti des Européens, pour commencer. À terme, notre objectif est clair. Il faudrait environ 30% d'eurodéputés LPE. Ces eurodéputés, donc, seraient le premier groupe au Parlement européen. Donc, dans un système démocratique, revendiqueraient le pouvoir. Bien évidemment, il y a beaucoup de gens, de droite notamment, qui viendront à la victoire. Des gens qui ont toujours pensé comme nous, mais qui se sont tus. Combien connaissez-vous de gens qui vous disent que l'immigration c'est catastrophique, en privé, et puis en public vous expliquent qu'il faut faire venir les immigrés? Des gens de la Commission européenne peuvent vous dire ça. Récemment, il y a des juges italiens qui ont été grillés, qui discutaient entre eux des mesures de Salvini contre les migrants, et disaient globalement Salvini a raison, il faudrait faire ça, etc. Et derrière, ils ajoutent, mais on doit le combattre. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service du pouvoir. Donc vous voyez des gens qui pensent comme lui, mais qui le combattent. Mais le jour où les positions de force, ces gens changent de camp, il y a énormément de gens qui vont changer de camp, si nous avons le vent en poupe. On sait que ce sont des opportunistes, on pourrait dire que ce n'est pas des gens sincères. Et alors? Qu'est-ce qu'on en a à faire? L'important, c'est qu'ils viennent en renfort au moment où il faut. Donc maintenant, on a 50% d'eurodéputés, un peu plus de 50% des eurodéputés, en coalition avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut savoir que le Parlement européen, certes, n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il en a un. Il peut refuser la présidente de la commission proposée, ou le président de la commission proposée, et la commission. Une fois qu'il l'a accepté, il est cuit. Il ne peut pas la remettre en cause. Mais il n'est pas obligé de la valider. Que fait-on dans ces cas-là? D'abord, on annonce la couleur en disant qu'on refusera tout candidat des États. Et donc, on annonce en disant, nous, les parlementaires européens, nous voulons telle personne à la tête de la commission. Par exemple, Thomas Ferrier. Ça veut dire que ce n'est pas les États qui imposent leur candidat, c'est nous qui leur imposons en disant, on va bloquer. Si vous voulez qu'il y ait quelqu'un qui préside la commission, eh bien c'est celui-là, donc c'est à vous de le nommer. Vous proposez machin, et nous on le vote. Ça s'appelle reprendre la main. Et le Parlement européen a ce pouvoir aujourd'hui. Il pourrait le faire, il ne le fait pas, parce qu'il est mal composé, mais il pourrait le faire. Maintenant on peut aller beaucoup plus loin, et c'est ça la stratégie. Le Parlement européen est élu démocratiquement, et parfois il est élu de manière beaucoup plus représentative qu'en France ou en Angleterre. Donc ce Parlement a la légitimité. Après tout, il y a un Parlement européen. S'il y a un Parlement européen, ça veut dire qu'il y a un peuple européen. Ben oui. Il y a un Parlement européen, donc il y a un peuple européen. Ceux qui disent oui, il n'y avait pas de peuple européen. Mais si, il y en a un, de fait. De fait, il y en a un. Bon. Eh bien, ce Parlement européen, il peut s'autoproclamer Assemblée européenne constituante. On va me dire, oui, mais il n'a pas le droit, c'est par les traités. Ouais, c'est par les traités. Est-ce que le tiers-État, par les États généraux, avait dans les traités qu'il avait le droit de se proclamer Assemblée nationale constituante? Je ne crois pas. Il n'y a qu'à nous qui est obsédé par les traités. Il faut respecter les traités. Mais un révolutionnaire, il fait quoi d'un traité? Ça. Un traité, ça se déchire. Un traité, on dit, le traité, c'est pas moi qui l'ai signé. J'en ai rien à faire. Si vous avez le peuple derrière vous, vous signez ce que vous voulez, vous remettez en cause ce que vous voulez. Ça s'appelle être révolutionnaire. Sinon, vous êtes un conformiste. Et dans le conformiste, il y a con. Donc, à un moment donné, il faut être clair. Alors, si le Parlement européen se proclame Assemblée européenne constituante, évidemment, c'est pas Thanos, je claque des doigts, et puis ça y est, tous les États disparaissent en poussière. Bien évidemment que non.
vous doutez bien qu'il y a des États qui vont avoir du mal à s'autodissoudre. Nous, on va leur dire, nous sommes le peuple européen, nous sommes légitimes pour créer l'État européen unitaire, vous n'êtes plus légitimes, disparaissez. Mais c'est pas parce qu'on dit qu'ils vont le faire. Donc bien sûr qu'il y aura un rapport de force politique. Et pas seulement politique. L'armée européenne, elle va naître dans ce contexte, elle va naître de la nécessité. Alors, il faut dire les choses clairement. Moi, je suis un hyper-démocrate, mais je sais aussi que la démocratie n'est pas possible. Quand vous mettez en place un nouveau système, un nouveau cadre comme l'État européen unitaire qui efface les anciens États, ben, il faut bien que la sécurité des citoyens soit assurée. Parce que vous allez avoir des réactions. D'abord, vous avez la réaction d'une partie des États, parce que certains vont s'autodissoudre tout seuls, mais d'autres vont vouloir résister. Donc, ils vont gêner. Vous allez avoir besoin de la police. Ben, il y aura peut-être des émeutes à cet endroit. Il faut assurer la sécurité des citoyens. Et il faut avoir le temps de créer cette constitution européenne, de la rédiger, de la bâtir, et ensuite de proposer le vote des gens, en sachant que lorsque vous faites voter les gens, il faut savoir qui a le droit de vote. Ah oui, si vous avez une constitution européenne, et vous proposez un référendum, qui a le droit de la voter? Qui sera citoyen européen? Eh oui. Donc la nationalité européenne que nous proposons, c'est un préalable au vote. Donc il faut la mettre en œuvre. Ça veut dire clairement qu'il faut entre 1 et 5 ans de république autoritaire. C'est-à-dire concrètement de plein pouvoir pour organiser la nation européenne politiquement pendant quelques années. Et à l'issue de ce processus, une fois que la société est pacifiée et que les forces de résistance à la révolution sont calmées, on peut instaurer la démocratie intégrale que nous voulons. Pour avoir la démocratie intégrale, il faut la suspendre. Là est le paradoxe. Parce qu'il faut organiser. Évidemment, il y aura donc une constitution européenne qui sera rédigée. Le contexte électoral sera propice au vote, c'est-à-dire libre, sans pression, à la différence des municipales françaises actuelles. Donc les citoyens seront amenés à décider sur un texte qui sera une vraie constitution européenne, pas le traité de 2005 refusé. Hein. Un texte de constitution, c'est 120 articles, hein. C'est pas 800 pages. Hein. C'est une vraie constitution. Il y a un parlement, quel est son pouvoir? Il y a un Sénat européen, quel est son pouvoir? Comment on est le président européen? Et ça sera une constitution. Alors évidemment, les grands principes universalistes et mondialistes seront mis de côté. Nous ferons une Europe sur des principes identitaires. Et d'ailleurs, j'entends constitutionnaliser dans un tel schéma le caractère européen de l'Europe. Et l'impossibilité de modifier le code de nationalité. Ça, c'est très important, ce que je vous dis là. Vous savez que les gouvernements s'amusent à modifier le code de nationalité en créant des électeurs nouveaux pour eux. Je veux constitutionnaliser l'interdiction du principe de modification de la nationalité. En termes clairs, le code de la nationalité européenne que je veux mettre en place, et basé sur l'ascendance, ne pourra pas être remis en question. Ça veut dire qu'il n'y a plus de naturalisation, il n'y a plus aucune règle autre. Il y a une règle et elle ne peut pas être modifiée. Elle sera appliquée, c'est ce que j'appelle un bloc de constitutionnalité bétonné. Vous voyez, il faut que l'identité européenne soit constitutionnalisée et bétonnée. Afin que plus jamais on se retrouve dans la situation qu'on a connue. Plus jamais nos dirigeants nous trahissent. Même s'ils ont l'intention de nous trahir, il faut pouvoir constitutionnellement les verrouiller. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que la démocratie européenne nécessite la mise en place d'un pouvoir européen et donc du temps pour agir. Évidemment, il y aura des garde-fous républicains à mettre en place. Il ne s'agira pas de faire n'importe quoi. C'est le Parlement européen qui aura le pouvoir. C'est-à-dire que quand j'ai dit que le gouvernement européen aurait, entre guillemets, les pleins pouvoirs, non. Il aura les pleins pouvoirs donnés par le Parlement. En termes clairs, il y aura un contrôle permanent du Parlement sur le pouvoir en place. Bien évidemment. Et donc c'est parfaitement démocratique. Mais simplement, c'est comme dans les pays aujourd'hui face au Covid-19, vous avez vu que la Hongrie a donné les pleins pouvoirs à Orban pendant un certain temps. Bah, à des moments donnés, ça s'appelle la dictature républicaine, Cincinnatus, hein, en latin, voilà. Donc ce qui est sûr, c'est que ce Parlement européen va s'autoproclamer l'Assemblée européenne constituante dans notre schéma. Donc il crée l'État européen, fait voter cette constitution européenne par les citoyens. Si celle-ci est acceptée, eh bien elle entre en vigueur. Et à ce moment-là, l'Europe est unie. Alors évidemment, elle sera unie autour de qui? Bah, des 27 États membres de l'Union européenne actuelle, peut-être de quelques-uns en plus qui auront rejoint l'Union européenne avant cette révolution. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer aux autres États d'Europe, qui ne sont pas dans l'équation, une adhésion en envoyant des représentants. Ça veut dire qu'on va dire aux Anglais, aux Ukrainiens, aux Biélorusses, aux Russes, aux Norvégiens, aux Suisses et d'autres, envoyez-nous des représentants. Alors on pourrait dire, oui, mais ils ne vont pas vouloir. Mais si vous avez un bloc européen qui se crée dans un contexte comme ça, ne vous inquiétez pas, les autres pays vont vouloir en être. Est-ce que les gens en Suisse ou en Norvège, ils ont peur de quoi? Pourquoi l'Union européenne ne leur donne pas envie? L'immigration de masse.
Mais si vous leur démontrez que vous réglez au niveau européen l'immigration, ben eux, ils pourront pas la régler. Les Suisses ou les Norvégiens, ils sont des immigrés aussi. S'ils veulent pouvoir engager les mêmes politiques que nous, il faudra nous rejoindre. Vous imaginez que la pression médiatique des électeurs, des citoyens de ces pays-là, pour bâtir cette Europe sera considérable. Surtout que le LPE existera dans ces pays. Donc, à l'arrivée, c'est bien la grande Europe de l'histoire de la Russie que nous visons. Et nous le visons parce que le cadre politique que nous mettrons pour cette Europe unie sera extrêmement attractif pour les autres pays d'Europe. Voilà comment on aura la grande Europe. Vous voyez, on dit oui, mais c'est trop compliqué d'unir tout ça. Mais non, ce sont les gens eux-mêmes qui viendront. Ce sont les autres Européens qui voudront cette Europe. C'est ça la magie du programme du Parti des Européens. C'est que les gens seront favorables à ce programme parce que c'est un programme salutaire qui sauve notre civilisation. Alors, la conséquence d'une telle révolution pourrait être planétaire. Hein. Concrètement, les États-Unis pourraient se réveiller avec l'envie de rester euro-américains. Ça pourrait avoir des conséquences considérables. Par ailleurs, évidemment, les pays émetteurs de migrants vont pratiquer une rétorsion. Évidemment, puisqu'on va vouloir que les gens de chez eux retournent sur leur terre. Ce qui d'ailleurs leur rend service, ce qu'on appelle l'assomption identitaire. Il faut assumer son identité là où elle a du sens. Ces gens sont venus pour de mauvaises raisons, ils ont été attirés par des mauvaises personnes et pour sur de mauvaises règles. Donc il faut inviter les gens à assumer qu'ils sont, et ils seront plus heureux. Regardez ces gens des banlieues, ils sont malheureux. Ils ne sont pas chez eux, ils se sentent malheureux, ils se sentent ostracisés, et après ils se plaignent d'un racisme systémique, certes imaginaire, mais qui les préoccupe. Écoutez, si vous êtes si inquiet par le racisme systémique, il y a des endroits où il n'y en a pas de racisme systémique blanc. Vous savez lesquels? L'Afrique. Il n'y a pas de racisme systémique en Afrique. Alors, pour finir ce Minneapolis, parce que c'est quand même l'actualité, je rappelle qu'Abraham Lincoln, qui a émancipé les esclaves afro-américains, était partisan de leur retour en Afrique. Il faut le savoir, Abraham Lincoln était partisan du Libéria. Bon. Il y a peu de gens qui le savent. Et c'est un abruti de sudistes blancs qui l'a tué et a fait mettre donc à la place les pires ennemis du Sud. Parce qu'Abraham Lincoln était pour une réconciliation nationale. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que vous savez peut-être que la statue de Victor Schœlcher a été déboulonnée en Martinique récemment par un mouvement de foule. Alors, rappelons qui est Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, c'est celui qui, en 1848, a aboli l'esclavage en France et donc forcément dans les Antilles. Il l'a fait pour des principes humanistes parfaitement valables. Bon. Voilà que la statue donc, de cet émancipateur est déboulonnée par les gens là-bas. On peut se dire, quel est le sens? D'abord, il déboulonne une statue d'un homme européen, d'un blanc. C'est ça aussi pour les sens. Mais de quelqu'un qui leur a donné l'émancipation. Mais il a fait une grosse faute, Schœlcher. Et moi je suis d'accord avec les manifestants qui ont fait tomber sa statue, en fait. Il leur a donné la nationalité française. Alors qu'il fallait leur donner l'indépendance. Oui, il fallait bien entendu abolir l'esclavage, c'est un principe moral, c'est une pratique indéfendable. Mais il fallait leur donner l'indépendance, au lieu de donner la nationalité française, d'abord aux Antilles en 1948, puis aux Algériens en 1946, par exemple. Parce que sachez-le, un Algérien né entre 1946 et 1962 en Algérie peut demander la nationalité française au titre de la réintégration. Pourquoi? Parce qu'en 1946, l'Algérie est devenue française, sur le plan juridique et administratif. Tous les Algériens sont devenus français. Et même s'ils ont perdu cette nationalité en 1962, ils peuvent dire « je la reveux ». Et beaucoup d'Algériens en France ne sont, grâce à ce principe de titre de réintégration, et même la nationalité française, ils l'ont eu grâce à ça. Ça s'appelle la réintégration. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose que les autres ne disent pas. Ça. Il faut mettre fin à la France-Afrique, fin au colonialisme. Il ne faut pas transformer le franc CFA en écho. Il ne faut plus de franc CFA du tout, sous quelque nom que ce soit. Il faut décoloniser l'Europe en décolonisant l'Afrique.